Monsieur, madame, 20h30 entre guillemets, on commence déjà par une question d'actualité brûlante. Les Britanniques ont décidé de fermer leur poste diplomatique en Libye, raison de sécurité, disent-ils, en ajoutant qu'ils le regrettent. Pris de go, comme cela, en regard d'une certaine épopée américaine au Vietnam, professeur Kalele, faut-il considérer, même si le temps de la guerre froide est révolu et que le monde est ouvert aujourd'hui à une configuration géopolitique multipolaire, que le régime de Mouammar Kadhafi, c'était quand même mieux que l'actuelle Libye qui s'est installée dans le chaos. Professeur. Oui, je le pense aussi. Je ne croyais pas que les choses pouvaient marcher autrement. Que la Libye sous Kadhafi, avec le degré de développement qu'elle avait atteint, allait accepter d'être réassujettie par l'Occident. On se trouvait devant un peuple qui avait déjà un niveau de vie très développé, très haut, plus haut que dans beaucoup de pays occidentaux, qui voit aujourd'hui ses richesses pillées et son rayonnement à l'extérieur assombri. Et ce peuple-là ne pouvait pas accepter de rester sous le joug colonial. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelques leçons à tirer dans l'actuel jeu des rapports de force dans le monde par rapport à la question libyenne? Oui, c'est-à-dire quoi? Vous êtes parti de l'exemple du Vietnam. Le Vietnam a refusé de demeurer sous l'empire colonial français, même américain. Le Vietnam a rejeté la partition. À l'exemple du Vietnam, vous avez vécu le cas de l'Afghanistan. Les gens qui refusent d'être assujettis, quelque puissant que puisse être le nouveau pouvoir. Ça peut être pour moi le cas de vous mettre en face d'une certaine analyse qui peut vous amener à considérer le cas de l'Ukraine, le cas de l'Irak et même celui de la Syrie qui vivent quand même les affres des oppositions qui s'y manifestent. Non, les oppositions sont créées de toutes pièces par l'Occident. L'opposition en Libye, elle a été fabriquée par les Occidentaux, particulièrement les Français. L'opposition en Syrie, la même chose. C'est des manipulations. Mais le gros de la population ne veut plus de redomination occidentale. Est-ce qu'on peut dire, professeur Kalele, que ces différentes oppositions que vous estimez avoir été créées par l'Occident participent à une certaine volonté ou à un projet d'universalisation de la pensée libérale occidentale, comme on dit? C'est ce que vous appelez la mondialisation. C'est tout simplement une recolonisation. N'oubliez pas que quand l'Occident va en Amérique latine, va en Asie, va en Afrique, c'est des intérêts d'abord et avant tout économiques. Matières premières et puis ouverture de marché. Les indépendances asiatiques, africaines comme ailleurs n'ont pas résolu le problème. Si l'Occident n'exploite plus les vieux continents, aujourd'hui c'est l'Afrique, il disparaît. Donc c'est les intérêts économiques qui déterminent et qui dictent la diplomatie, qui dictent la politique. Le cas de la Libye, qu'est-ce qu'ils sont allés faire chez là? C'est le pétrole. On peut donc dire qu'au-delà du pétrole, c'est l'idéologie libérale occidentale qui s'exporte, et on peut même dire qu'elle est portée par le modèle américain ou occidental de la démocratie. Oui, je dis que l'idéologie n'est pas une variable indépendante. L'idéologie est forgée pour soutenir un certain type d'économie. C'est l'expansionnisme économique américain, suivi des autres pays, qui recherchent les matières premières et les marchés, et qui mettent sur pied un système de raisonnement, un modèle de façonnement des esprits pour servir les intérêts économiques. Mais jusqu'où pensez-vous, professeur Kalele,
qu'on pourra aller ou que ça pourra aller? Bon, moi, je soutiens qu'il faut qu'on laisse les peuples libres. Oui, mais ça c'est une demande. Je dis que je soutiens. Je ne vois plus l'Occident aujourd'hui agir dans les anciennes colonies comme il le faisait du temps de la colonisation. Est-ce que vous n'y voyez pas aussi une sorte de rapport de force qui est tel que le plus fort en imposera au plus faible? Les rapports de force changent. Ce sont des dynamiques qui obéissent à une loi dialectique. Vous êtes fort aujourd'hui et vous pouvez être faible demain. Et vice-versa. L'Occident était fort hier, mais l'Occident, on l'a vu, se faire battre au Vietnam. De quoi, par exemple, peut-on se convaincre quand, dans le contexte actuel, on va à la table du président Barack Obama à Washington, par exemple? Mais à Washington, c'est encore une fois la concurrence sur le plan économique. L'Occident est aujourd'hui face à la concurrence meurtrière de la Chine. La Chine qui a envahi l'Afrique, dont elle était exclue pendant très longtemps. Et l'Occident est en train de courir derrière la Chine. C'est encore une fois les intérêts économiques qui sont en train de jouer là-dedans. Si la Chine applique une économie de proximité, vous la voyez ici, ne reste plus seulement à la Gombe, elle est partout à la cité. Et à l'intérieur, elle est même dans les villages. Si la Chine apporte des produits qui sont à la portée du petit peuple, par exemple l'épargne, vous savez que à l'époque de Mobutu et même le début de l'époque de Laurent Désiré Kabila, nous avions des pagnes hollandais à $100. Et c'était très difficile de s'habiller. Oui, la Chine vous apporte des pagnes à $10 et les gens s'habillent, ils savent apprécier. Oui, mais je vais encore vous garder dans une question d'actualité par rapport, encore une fois, à cette rencontre, ce sommet de Washington du 5 et du 6 août prochain, pour prendre par exemple le cas d'un pays comme l'Ouganda qui y sera présent. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra gagner en considération maintenant que le Parlement de son pays vient de faire marche arrière par rapport à toutes ces restrictions et condamnations sur la question de l'homosexualité? Non, le Parlement comme les tribunaux rwandais ont été manipulés. Le peuple ougandais n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Ce sont des pressions extérieures. Parce qu'ici, n'oubliez pas que les mêmes pressions ont été exercées sur certains députés nationaux pour qu'ils proposent et qu'ils fassent accepter la loi sur l'homosexualité. On ne va pas continuer à nous importer ici, à exporter ici des choses tout à fait contre nature. Mais ça veut dire qu'on se met un peu dans une sorte de contexte qui peut faire dire qu'il n'est pas exclu que demain, par exemple, la République démocratique du Congo soit poussée vers ce genre de pratique. Mais il y a des députés congolais qui ont été contactés, à qui on a même donné de l'argent pour faire passer la loi sur l'homosexualité. Maintenant, il faut voir l'opinion. Est-ce que nous allons accepter tout ce qui est valeur négative de l'Occident ici? On ne va pas l'accepter. Mais au moins, mettons ce débat à côté. À Washington, il y a de quoi aller plaider sa cause dans ce pays, les États-Unis d'Amérique, je veux dire, lorsque l'environnement politique congolais est sous la coupe de ce débat entre anti et pro-modification de la Constitution. Oui, c'est-à-dire que nous, de ce côté-là, nous sommes contents que les gens qui soutenaient les dictatures, les présidences à vie, changent maintenant de la manière de voir et veulent voir appliquer intégralement, comme chez eux, la démocratie en ce qu'elle impose l'alternance. C'est eux qui avaient soutenu les Houphouët-Boigny, les Bourguiba, les Mobutu ici, pour des présidences à vie.
Maintenant qu'il change, que c'est 2 mandats, à la fin de votre 2e mandat, même si vous avez très bien travaillé, comme les Reagan, comme les Clinton, par exemple. Clinton, vous cédez place à une autre personne. Vous n'êtes pas la personne la plus intelligente, indispensable. C'est trop de prétentions. Sans moi, rien ne peut marcher. Ce n'est plus la démocratie, ça. C'est un peu le sens du débat actuel en République démocratique du Congo. Oui, c'est le sens aujourd'hui. Les gens qui sont au pouvoir estiment qu'ils peuvent rester. Il n'y a que eux qui peuvent faire marcher le pays. On leur dit non, monsieur, c'est une erreur. Et puis, vous avez promulgué une constitution. Vous savez qu'il y avait limitation des mandats. Pourquoi vous voulez changer pour vous maintenir aujourd'hui? Pourquoi? Vous estimez que tous les restes des Congolais, c'est des idiots, c'est des incapables? Je peux même dire avec vous, professeur Kalele, que nous allons continuer à creuser cette question au cours de ce programme, entre guillemets, mais je voudrais quand même savoir si vous pensez qu'à Washington, la question des FDLR et même des ADF NALU pourra se voir invité à la table des discussions, puisqu'il s'agit d'une question pour laquelle, quand même, un certain nombre de partenaires sont impliqués. Je pense que oui, parce que dans une première phase ici au Congo, les États-Unis ont lutté pour qu'on mette fin à la guerre à l'Est, pour des raisons multiples. Les FDLR ont sémé l'insécurité à l'Est pendant des années. C'est eux qui ont décidé qu'il faut qu'on y mette fin, comme on a mis fin au mouvement M23. Mais vous savez que les officiels congolais se réjouissent de la présence des FDLR. Il faudrait bien donner une explication à ce que vous dites. Quoi? Les FDLR, ce sont des Rwandais. Tout le monde accepte qu'ils doivent rentrer au Rwanda. Tout le monde sait que ce n'est pas au Rwanda qu'ils violaient, qu'ils pillaient, qu'ils tuaient. C'est au Congo. Leurs crimes, ils les commettent au Congo au quotidien. Quand on leur dit, monsieur, rentrez chez vous, pourquoi les Congolais, qui sont les autorités congolaises, dont les populations ont péri à cause de la présence des FDLR, doivent se poser maintenant en défendeurs des FDLR pour dire ils restent ici. Et ils restent aux frais de qui? Quand ils vont à l'Équateur, à Kisangani, dans la province orientale et peut-être aussi dans la province de l'Équateur. Aux frais de qui tout ça? On ne va pas continuer à les payer. Aux frais de qui pensez-vous que cela devra être, professeur Kalele? Je pense que comme ils ont fait avec le M23, quand ils étaient pour parler de Nairobi, de l'Ouganda ou de l'Ouganda, c'est le gouvernement congolais, fort curieusement, qui prenait en charge financièrement pour tout le reste le M23 pendant qu'ils nous tuaient ici. Bon, les Rwandais, les Congolais ont déjà protesté que nous ne voulons pas les voir dans les institutions. Or, ils sont déjà dans les institutions, au gouvernement, au Parlement, et dans les entreprises publiques. Après l'infiltration des officiels rwandais, on infiltre maintenant les populations rwandaises à travers nos provinces. Nous disons non. Bon, pris de cette manière-là, par rapport à ceux qui sont derrière ce genre de projet, ça peut être une façon accommodante pour tourner la page sombre qui prévaut dans la partie est du pays, vous pensez? La tourner comment? Mais comment y arriver, d'après vous? Non, monsieur, la question est très simple. Les Rwandais du FDLR retournent au Rwanda, c'est là chez eux. Les Rwandais qui étaient en Ouganda, les FPR, sont revenus au Rwanda et Niger. Il n'y a pas quelqu'un au Rwanda qui peut empêcher les autres Rwandais de regagner leur patrie. Même pas la politique de Kagame. Elle est mauvaise. Pourquoi il peut exclure les Hutus du Rwanda? Oui, mais comme vous entendez par exemple l'ambassadeur américain dire qu'une sorte de dialogue inter-rwandais en ce moment, c'est de la distraction.
Mais ça, c'est son point de vue. Nous, on ne veut pas de Rwandais ici. S'ils vivaient comme les Ouest-Africains, en bonne intelligence avec les autochtones, on dit oui. Les Ouest-Africains, vous les avez à Matongue, vous les avez partout. Ils vendent des pièces, ils épousent même nos femmes, qui a des problèmes avec eux. Mais ici, ces messieurs, non seulement ils nous tuent, ils nous violent, mais ils veulent nous diriger. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Voilà, professeur Lele Kabila, c'est bien comme ça qu'il faudrait poser votre nom. Vous êtes professeur d'université, vous êtes opposant au régime actuel et vous êtes ancien ministre des Mines après avoir milité pendant plusieurs années aux côtés d'Étienne Tshisekedi de l'UDPS. Vous êtes chef de parti, le Front pour un nouveau type de Congolais, FNPC, comme vous dites. FNTC. FNTC. Et vous êtes membre du regroupement FAC, c'est-à-dire Force acquise au changement, de la plateforme Sauvons le Congo. C'est bien de cela qu'il est question quand il faudrait parler avec vous. Exact. Exact. De la Constitution, autour de quoi tourne le débat, ou de quoi faire tourner le débat, d'après vous, quand on entend parler de révision, d'amendement, de modification de cette loi des lois. Non, je crois que les Congolais qui nous suivent doivent faire un effort pour ne pas se perdre dans les méandres. La Constitution, révisée ou pas révisée, fait débat aujourd'hui parce qu'on veut la manipuler pour faire plaisir à un individu, Joseph Kabila, afin de lui prolonger les mandats. Le problème, c'est celui-là. Mais Joseph Kabila a déjà eu un mandat que nous n'avons pas comptabilisé. 2001-2006, il était là. Il vient de faire 2 mandats, ça signifie 3 mandats. Et il veut maintenant avoir un 4e mandat. C'est anticonstitutionnel. La signature de la Constitution, au bas de la Constitution actuelle, c'est sa signature. Quand il signait, il savait très bien que c'est 2 mandats non renouvelables. On lui a fait cadeau d'un 3e mandat. Il ne peut pas en demander un 4e. Ok, dit en passant, on peut dire que dans l'un de ces mandats que vous évoquez, vous avez aussi été avec lui, puisque vous avez travaillé avec lui. Oui, j'ai été... Très bien. Oui, il y avait un gouvernement issu du dialogue intercongolais. Et vous avez été membre de ce gouvernement comme ministre des Mines. Oui. Bon, mais dites-moi à présent, professeur, par oui ou par non, la révision de la Constitution est-elle couverte par des dispositions constitutionnelles ou pas? Je dis non. Il ne faut pas qu'on nous engage dans un débat stérile. Chaque constitution, toutes les constitutions du monde terminent par une disposition qu'elles peuvent être révisables. Comme toutes les lois. Aujourd'hui, chez nous, vous avez des dispositions verrouillées de par l'expérience du passé. Tout ce qu'on a vécu avec Mobutu et tout ça. Et changer, faire d'une constitution un costume sur mesure. On dit, vous ne pouvez plus, messieurs, aujourd'hui, nous faire revenir à la dictature. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, toucher à la durée des mandats ou à la limitation du nombre des mandats. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Oui, mais pourquoi dites-vous nous faire revenir à la dictature quand cette loi de loi prévoit quand même, dans ses dispositions, qu'il y ait des possibilités de modification ou de révision? La Constitution ne dit pas que, relisez l'article 220, que vous pouvez avoir un 3e mandat. Oui, ou ça, que clair. vous pouvez passer d'un mandat de 5 ans à 7 ans. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est anticonstitutionnel. Et ils ne le font pas pour le bien du pays. Ils le font pour faire plaisir à un individu. Mais par rapport à certains amendements que peut subir une constitution, pour ça, vous n'avez pas de problème. Vous dites que les amendements peuvent être prévus. Oui, peuvent être prévus, mais pas pour le moment. Les juristes disent in tempore non suspecto. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces amendements-là qui comptent. Aujourd'hui, on se bat
pour que Joseph Kabila reste au pouvoir. Et vous voyez même comment ça a changé. Il respectera la Constitution telle qu'elle. Non, vous nous faites un procès d'intention. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus clairs. Nous allons adopter, si vous ne voulez pas qu'on change, nous mettons sur le marché une autre constitution. C'est qui est un coup d'État. Voilà, mettre sur le marché comme vous le posez, excusez-moi, ça voudrait dire que quand même, vous pouvez osciller entre ceux qui préconisent le référendum et ceux qui tournent aussi autour de l'adaptabilité ou de l'inopportunité de la Constitution. Il y a inopportunité de changer. Je dis bien, c'est pour servir les intérêts, les ambitions politiques d'un individu. Il n'y a aucune constitution au monde qu'on fabrique pour faire plaisir à un individu. Nous sommes contre la révision constitutionnelle telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, avec des objectifs de prolongation de mandat d'un individu, dans l'espoir que ceux qui tournent autour restent aussi au pouvoir. Oui. Remettons les pieds dans l'actualité, si vous l'acceptez. Est-ce qu'on peut dire que cette sorte de débat fait le plaisir de certains de chefs d'État qui vont se retrouver à Washington? Je parle par exemple de Denis Sassou Nguesso, de bien d'autres, pour lesquels il y a ce débat dans leur pays. Oui, nous constatons que le débat ne se fait pas au Congo. Il est au Burundi, il est au Burkina Faso, il est au Togo, il est au Congo en face. Chaque fois, et c'est une donne générale, c'est des présidents fin mandat constitutionnel qui proposent des modifications pour demeurer au pouvoir. Le Congo ici ne fait pas exception. Vous avez même entendu Sassou Nguesso, c'est ce matin je crois, sur RFI. Il dit qu'on va recourir à la population. Mais chez lui ici, il a fait des scénarios avec les membres de son parti et une partie de la population et les militaires qui disaient « nous voulons que Sassou reste ». Mais qui respecte la volonté ici 2006, vous avez vu comment on a marché sur la volonté populaire. 2011, ça a été encore beaucoup plus grave. Les gens ont voté à Kinshasa, on a jeté des urnes. Vous avez vu que dans beaucoup de provinces, on a mené des bureaux en nombre insuffisant et des bulletins en nombre insuffisant. Quand ces messieurs disent c'est la volonté populaire, ils mentent parce qu'ils ne respectent pas cette volonté populaire. Vous avez à l'Assemblée beaucoup de gens qui n'ont pas été élus, qui se sont votés. Ok, d'accord. On peut donc très bien dire avec vous que pour le président Sassou Nguesso, que nous mettons ainsi dans un exergue, comme pour bien d'autres qui sont dans le même cas de figure que lui, que Washington peut être l'occasion, comme il a dit, d'aller vers une sorte de partenariat gagnant-gagnant, qui ne ferme pas la porte vers une possibilité de troisième mandat si tel est que la population pense qu'il doit en être ainsi. Non, pourquoi il doit en être ainsi? Est-ce que lui, c'est le génie du Congo-Brazzaville? C'est le seul homme capable au Congo-Brazzaville. Les autres ne peuvent pas faire mieux que lui. Vous avez aussi suivi la déclaration de Yaya Boni. Moi, je suis arrivé fin mandat, mais je ne veux plus me représenter et je demande aux autres présidents africains de faire de même. Mais que voyez-vous, professeur Kalele, dans le fait que le PPRD, le parti du président Kabila, l'ait comme précédé sur la place du monde, en annonçant œuvrer dès à présent pour un troisième mandat après ceux de 2006 et celui qui est député en 2011? Le PPRD ne
raisonne par procuration. C'est Kabila qui lance cette affaire. Et les autres messieurs du PPRD là répètent, si vous suivez très bien, ils ne font que répéter ce que Kabila a dit dans son discours de clôture de concertation nationale. Expressis verbis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est là qu'il a parlé d'élire les députés provinciaux au suffrage indirect. C'est dans ce discours-là, monsieur. Maintenant, ils ne font que répéter ça. Il avait dit, le débat sur la Constitution, il nous reste encore 2 ans, occupons-nous d'autres choses. Maintenant, pas des élections, pas des constitutions. Maintenant, il reste encore combien de temps? C'est toujours dans les 2 ans restants, quand il lance que je vais me maintenir là-bas, qu'il change, commence à discuter de la révision constitutionnelle. Nous aimerions, discuter avec des gens qui conçoivent, pas discuter avec des gens qui répètent comme des phonographes la voix du maître. Ça ne nous intéresse pas. Et c'est aussi pour cela que demain, lundi, vous gagnez la place Sainte-Thérèse pour dire quoi à vos sympathisants? Nous serons en Djili, à la place Sainte-Thérèse, pour un meeting qui sera axé principalement sur la non-révision de la Constitution. Nous ne voulons pas de cette révision pour des raisons que je viens d'évoquer. Et je suis heureux que pendant que nous étions avec vous, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient être sans pitié, ils allaient tuer, bastonner, Kimbuta a convoqué les signataires de la lettre d'information. Après débat et délibération, il autorise que le meeting se tienne lundi. C'est officiellement autorisé. Très bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est maintenant un peu plus approprié de préparer vos sympathisants sur l'éventualité de départager les pour et les changements, et les pour et les anti-changements de la Constitution par un référendum? Les départager comment? Mais monsieur, non, monsieur. Mais qui va trancher entre vous après Monsieur Claude, nous n'allons pas engager une discussion. Ça veut dire qu'à ce sujet, il n'y a pas débat. Les anti-démocraties, parce que ce qu'ils font là, c'est une lutte contre la démocratie. On va discuter de quoi? C'est la démocratie ou rien du tout? Or, c'est stipulé qu'on ne peut plus rentrer au régime précédent. C'est même déjà dans l'exposé des motifs que, vu tout ce que nous avons connu dans le passé, nous ne voulons plus revivre la dictature avec ses affres, avec tout ce qu'elle nous a amené comme insécurité dans le pays. Nous allons discuter avec les messieurs qui veulent qu'on revienne à la guerre, à l'insécurité, à la pauvreté. Non. C'est pour cela que vous posez de manière radicale qu'une modification de la Constitution est inopportune. La modification de la Constitution est inopportune parce qu'elle entend tuer la démocratie à peine que nous venons de l'expérimenter. Et vous dites même aussi qu'il y a bien de raisons qui font qu'ils soient inextricablement liés pour plaider en faveur d'une non-modification. Et une non-modification et une autre constitution. Quelles sont ces raisons? Quelles sont ces raisons? Mais je les donne, monsieur. Nous avons vécu pendant longtemps, depuis 60. Il y a eu une crise, tout le monde l'admet, à l'intérieur comme à l'extérieur. On a tenté des solutions à ces crises. On a expérimenté une solution parti unique pour dire que personne ne contredit le chef. Ça a été un fiasco. On a tenté des projets de développement dans tous les domaines.
Ça a été un fiasco. On est arrivé partout, grâce à la perestroïka, partout en Afrique, dans le tiers-monde, pour dire qu'il ne fallait pas agir dans le système politique, il fallait changer radicalement le système politique, passer de la dictature à la démocratie. Ce n'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est le moins mauvais. On a adopté ça sur le plan international. Pourquoi les Africains peuvent aujourd'hui, pendant que ceux qui avaient mis en place ces systèmes dictatoriaux les récusent et disent non, 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 nous nous voulons demeurer dans la dictature. Depuis 1960, on peut donc dire qu'on s'est installé, comme vous le faites remarquer, dans une crise multiforme. Mais tout le monde le sait. Oui, mais pourquoi n'avoir pas, par exemple, saisi l'occasion des dernières concertations nationales pour arriver à un accommodement qui mette tout le monde d'accord? Non, la classe politique. Mais vous voyez les résultats. Les concertations nationales étaient imaginées pour tuer la démocratie en instituant un parti unique. Oui, mais ça c'est quelque chose que vous dites a posteriori. Non, on l'a dit. Pourquoi nous ne sommes pas des enfants? Nous avons refusé d'y aller. Pourquoi? On l'a dit. S'il s'agit de parler, faisons les dialogues. Le dialogue, ça signifie que les interlocuteurs sont au départ sur le même pied d'égalité. Personne n'oppose son point de vue. On discute, on se met d'accord sur les thématiques dans les concertations. C'est la présidence qui impose les 5 thématiques, qui nomme le présidium, qui impose un règlement d'ordre intérieur et qui procède d'ailleurs par des tricheries, la corruption. Venez, je vais vous donner un per diem d'autant, $420. Vous allez entrer dans un gouvernement de large ouverture, non pas même pas parler de gouvernement d'union nationale. On va vous donner un porte-parole de l'opposition qui aura une administration où chacun trouvera de la place. On va avoir une administration électorale pour appâter les gens afin qu'ils viennent dans un parti unique, gouvernement de large ouverture. Maintenant, ces promesses n'ont pas été respectées. Nous trouvons que M. Kabila nous a rendu un très grand service en ne réalisant pas ce qu'il avait promis. Parce que ceux qui sont allés là-bas, ils ont été roulés dans la farine. Ils ont perdu et du côté du peuple et du côté du pouvoir. Là, je vous parle, vous, le scientifique aussi. Quelle est cette constitution qui n'évolue pas dans le monde? Non, monsieur, le problème n'est pas là. Ne nous amenez pas au bas de l'échelle dans les discussions. Oui, ça veut dire que... Je dis que toutes les constitutions, même la constitution américaine, prévoit qu'on fasse des amendements, qu'on révise. Mais il n'y a aucune constitution, c'est le cas chez nous, qui dit « vous pouvez me réviser pour partir de la démocratie vers la dictature. Vous pouvez me réviser pour maintenir un individu au pouvoir, faire un président à vie. » Aucune ne le dit. C'est pas avec vous qu'il faut compter pour être d'accord avec, par exemple, l'ambassadeur de France, Luc Alade, qui, au cours d'une manifestation, a posé le fait qu'il n'existe aucune constitution qui ne soit pas révisable. Non, là je crois que vous me faites tourner en rond. Qu'aucune constitution ne peut être révisée, c'est admis, c'est un axiome. Mais on révise quand? On peut réviser en France pour l'intérêt de la France. On ne va pas réviser la Constitution en France pour l'intérêt de Hollande ou de Sarkozy. Non. On ne peut pas ici réviser la Constitution pour l'intérêt de Kabila. Là, nous sommes... Ça devient quoi? La monarchisation du pouvoir. Et nous disons non, ni au Congo-Brazza, ni au Togo, ni au Burundi, ni au Burkina Faso. On ne peut pas faire d'une constitution un costume
sur mesure. C'est ce que Mobutu faisait. On a vu les dégâts. On dit ne répétons plus les erreurs du passé. Excusez-moi, mais je vois on pose un pied sur Washington, on revient sur Kinshasa et on pose également un regard sur nos différents partenaires qui ont délégué par moment des envoyés spéciaux à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Où vous situez-vous entre ceux qui ont estimé qu'il y avait injonction, par exemple, et ceux qui ont dit à un moment qu'il fallait appuyer l'exécutif américain, et même ceux qui ont estimé que le dernier mot revient aux Congolais? Où vous situez? Le premier mot et le dernier mot revient aux Congolais. C'est parce que nous lisons très mal notre histoire que nous ne comprenons pas à un moment donné ce qui se passe. Le débat sur l'insécurité à l'est du pays, c'est les Congolais qui l'ont lancé. On nous a trop tués, il y a trop d'insécurité, nous voulons que cette guerre-là se termine. L'Occident a soutenu cette guerre. La MONUSCO a fermé les yeux. Ce sont des pressions congolaises qui ont fait changer les positions à l'extérieur. Est venue cette histoire de la modification, la révision de la Constitution. Nous sommes dans cette lutte depuis le second semestre 2009. Et c'est nous qui avons lancé « Touche pas à mon 220 ». Les Occidentaux n'y croyaient pas. Malou Malou doit dégager de la CENI. C'est venu de nous. Nous avons été relayés par les Congolais de la diaspora qui ont vu des décideurs américains, français et autres, et la vision extérieure a changé sur base de pression des Congolais. Les ambassadeurs ici, ils ne voulaient même pas nous recevoir. Ils ont changé avec Kerry. Mais Kerry a changé à partir de nos pressions. Quand nous lançons à Kinshasa, sauvons le Congo, Brazzaville les relaye, sauvons le Congo-Brazzaville. Le Kenya parle aussi de sauvons le Kenya. Togo lance la même chose. C'est un mouvement africain et l'Occident doit tenir compte de la conjoncture internationale. Nous avons commencé par parler de la présence chinoise. Et compte tenu de ses intérêts, il est obligé de changer de fusil d'épaule. Ce n'est pas pour rien que ce sommet de Washington a été précédé par le sommet des jeunes leaders africains qu'on prépare pour le remplacement. Donc, les pressions sont parties de l'intérieur, l'extérieur a été remorqué. À supposer par exemple qu'à Washington on dise non, moi, Obama et les autres, nous avons changé d'avis, laissé le président en place. Nous n'allons pas nous plier. Nous continuerons notre lutte contre la monarchisation du pouvoir. Washington peut aller dans son sens, mais nous travaillons pour notre bonheur, le bonheur de notre peuple. Mais lorsque les intérêts coïncident à un moment donné, nous collaborons. Mais qu'est-ce que vous dites, par exemple, à ceux qui estiment que l'une de vos faiblesses, c'est cette sorte d'émiettement de l'opposition qui se qualifie de pluriel et qui, parfois, n'arrive pas à se mettre ensemble? Non, d'abord, c'est faux. Ce sont de perroquets qui ne lisent pas les faits. Moi, je suis sociologue. Je travaille avec les faits tels qu'ils sont. Messieurs, d'abord, si nous prenons 2006, l'opposition ne constituait pas une plateforme. Elle est partie en ordre, comme ils disent, dispersé. Mais elle a gagné les élections. 2011, c'est encore beaucoup plus grave. Nous nous sommes rassemblés avec les gens qui font aujourd'hui partie de l'opposition républicaine, à Fatima, pour dire, entendons-nous, désignons un candidat
Comment? Le pouvoir a pris une partie qui est allée à Sultani. Nous sommes allés dans cette division là-bas, mais nous avons gagné les élections. Donc cette question de limitement de l'opposition... Non, ça ce sont des histoires... Ça tient d'une légende, comme certains ont dit. Nous tirons les leçons du passé. Dans l'opposition, il y a des gens qui se battent par idéal. Il y en a qui sont là-bas injectés pour déranger. Ce ne sont pas des enfants pour les prendre. L'expérience de l'histoire et Alimété nous a rendus sages. Oui. On a eu, tout le monde est venu là-bas, ça a été un panier à crabes et on a noyauté la véritable opposition. Nous n'allons plus céder à ce chantage-là. Ok, mais bon, on peut dire que vous avez tiré certaines leçons du passé, sauf que 2006 comme 2011, comme vous faisiez, donc par rapport au fait que vous disiez que vous les avez gagnés, de manière concrète, vous n'avez pas pu exercer le pouvoir. On nous a empêchés d'exercer le pouvoir. Vous le savez très bien. Voilà, très bien. Ça, c'est une autre question. C'est comme en Égypte. Les frères musulmans ont gagné les élections. Mais qu'est-ce qui peut vous faire dire que cette fois-ci, on ne vous empêchera pas encore d'exercer le pouvoir? Nous continuerons. Vous avez changé de stratégie ou bien vous ferez encore de la même manière que lors des précédentes joutes électorales? Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la démocratie s'implante dans ce pays. Nous pouvons mourir, mais il y aura des générations qui continueront la lutte. Oui, l'ANC, vous savez qu'elle est créée depuis 1916. Elle a gagné sa lutte en quelle année? Bon, nous sommes dans les années 90, mais cela ne veut pas dire que vous souhaitez ne pas tirer les leçons de l'ANC pour aller vite vers ce qui peut faire avancer votre cause. Non, nous disons que la lutte, elle va continuer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui XY dit « je reste ». La colonisation belge ne voulait pas partir, elle a fini par partir, même quand Van Wilson proposait un plan de 30 ans. Mobutu a dit ici, on ne parlera jamais de moi comme ex-président. Mobutu Sese Seko Namilele, c'est une loi physique. Elle a fini par se réaliser. Les Belges ont quitté ce pays plus tôt que prévu. Mobutu a quitté ce pays plus tôt que prévu. Mais qu'est-ce qui vous a empêché, par exemple, d'arriver à parler d'une même voix en vous désignant un porte-parole, très brièvement? Ce sont les manœuvres du pouvoir. Et vous vous êtes laissé faire. Qui devait convoquer la réunion sur le choix du porte-parole? C'est Minaku et Kengo. Tous les deux sont du pouvoir, ils ne l'ont jamais fait. Nous continuons à parler de l'opposition. Que devient Étienne Tshisekedi? Il est là. Il est à Kinshasa, toujours dans la lutte pour l'idéal de la démocratie, imperturbable, malgré tout ce qu'on lui fait subir comme souffrance morale, spirituelle. Et vous, en tant que partenaire, il vous arrive de le rencontrer? Oui. De le rencontrer, de discuter avec lui comme je discute avec vous. Moi, je veux également que l'on essaye de mettre sur la table, voir aussi du côté des, comme certains gens le pensent, du côté des multinationales, dont on dit que plus d'un trouvent leur affaire dans la situation qui est celle du Congo aujourd'hui, dans leur exploitation des ressources minières du Congo. Non, je dis bien que la colonisation avait comme point de départ les intérêts économiques. Aujourd'hui, c'est les mêmes types d'intérêts qui jouent. Nous savons très bien que nous ne pouvons pas faire la politique ici sans tenir compte des intérêts des multinationales. Comment les ménager? Tout le problème, c'est de savoir est-ce que nous allons privilégier les intérêts étrangers au détriment de nos intérêts ou privilégier nos intérêts au détriment des intérêts des étrangers, ou bien chercher un juste milieu. Le problème des multinationales est pratiquement déjà résolu. Comme ministre de Mines, j'ai été plusieurs fois en Angola ici. On discutait sur les multinationales du diamant, sur la modification des codes des investissements.
Les codes des investissements qui ont été promulgués en 2002, on a trouvé qu'ils faisaient la part trop belle aux multinationales. La réunion minière au Katanga, comme à Goma, on a entendu Kabila se plaindre des manques à gagner dans ces contrats. Tout le monde a admis, au Congo, en Afrique du Sud et ailleurs, qu'il fallait relire ces codes. On a parlé de la révision, et c'est déjà acquis. Mais que dites-vous, par exemple, à ceux qui estiment que, malgré tout le débat en cours, leur poids reste déterminant pour l'après 2016 ou pour l'organisation des échéances électorales de 2016? Je dis que les multinationales, ici en Angola, en Afrique du Sud et ailleurs, ont accédé au principe de révision des codes miniers édictés par la Banque mondiale, que, à force de vouloir trop gagner, on arrivera à une situation que vivent les multinationales du pétrole au Nigeria. Quand il y a insécurité, quand on commence à perforer les pipelines, vous gagnez quoi? Autant, par exemple, payer un certain nombre de taxes, parce que le problème que nous avons, c'est les exonérations. Le non-paiement des taxes. Vous privez l'État des moyens financiers pour faire régner la sécurité. Tous les hommes d'affaires comprennent très bien qu'il faut avoir la sécurité. Et la sécurité, c'est faire, Sassou même l'a dit là-bas, partenariat gagnant-gagnant. Il ne faut pas tout priver aux Africains, tout priver aux Occidentaux. Il faut trouver un moyen où les uns et les autres se retrouvent dans les actes qu'ils posent sur le plan économique. Est-ce que ce que vous dites là, c'est ce que vous pouvez dire, puisque le regard va trop souvent et même un peu trop facilement de ce côté-là, vers First Quantum, souvent cité dans les différents troubles que connaît le pays depuis un certain nombre d'années, et même vers Tenke Fungurume Mining, dont on dit qu'il s'est arrogé un peu trop facilement beaucoup d'intérêts en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez le dire? Monsieur, quand moi j'arrive aux mines, le premier document, c'est d'ailleurs en 2 volumes, sur le recensement des contrats miniers et ce qu'ils présentaient comme problème. C'est moi qui les ai apprêtés à l'intention de Joseph Kabila. Pour lui dire quoi? Il voulait savoir si les contrats dont on parlait étaient réellement des contrats léonins. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui a démontré noir sur blanc que, en moyenne, les entreprises étrangères gagnaient 70% contre 30%. C'est ce qui a dicté la nécessité de la révision du code minier. Ici, c'est admis. On voit par exemple qu'en Angola, avec cette révision, le secteur du diamant fait gagner aux Angolais plus d'argent que le secteur du diamant au Congo. Le pétrole, la même chose. Pourquoi on ne suivrait pas cet exemple? En Afrique du Sud, ils font la même chose. Vous introduisez les Sud-Africains dans le capital, qui deviennent aussi de plus en plus riches. Le Nigeria, exactement la même chose. Ce n'est qu'ici qu'on ne le fait pas. Est-ce qu'on peut dire qu'en cas d'échec, en cas d'impossibilité de conciliation de vœux, c'est un peu une sorte de porte ouverte ou une préparation de ce qu'on qualifie de balkanisation de la République démocratique du Congo? Nous ne voulons pas de balkanisation. Nous ne voulons pas de balkanisation. Ça a été essayé en 60, nous y avons fait échec. Ça a été relancé récemment avec Johnny Carter, les démocrates américains, nous y avons fait échec. Le Congo doit rester uni. Pourquoi on irait vers la balkanisation quand on voit que les Européens qui sont des tenants de cette terre ont les États-Unis d'Amérique se sont regroupés
l'union fait la force. Ils ont l'Union européenne. C'est au moment où la tendance principale, c'est vers l'union des grands États, que vous trouvez qu'au Congo, la meilleure solution, c'est disloquer. Vous allez à contre-courant de l'histoire. Oui. On dit donc, malgré tout, vous comme nous, je crois, ou nous comme vous, je crois aussi, loin de ce genre de scénario, mais par rapport aux prochaines échéances électorales, vous y allez ou vous n'y allez pas? Est-ce que ça peut aussi faire votre affaire, très brièvement, pour que nous allions vers la sortie de ce programme? Nous n'irons pas aux échéances électorales dans le schéma de Malumal aussi, avec ce qu'il a proposé comme vote des députés nationaux, des députés provinciaux au suffrage indirect. Nous irons aux échéances électorales en respectant les principes de la démocratie tels que stipulés dans la Constitution actuelle. Mais qu'est-ce que vous vous donnez comme moyen pour y arriver, puisque c'est un peu comme le chien à bois à la caravane passe, quand même? Non, mais ça serait être défaitiste. Mais Mobutu, si on l'a fait partir avec l'armée, quand l'opposition l'a affaibli. Celle de l'AFDL, vous voulez dire? Les Belges ici, ils ont fui avec l'armée. Il n'y avait pas d'AFDL, quand même. Commencez par vous convaincre. La lutte, ça commence par la tête. Les armes sont produites par la tête. Et quand vous avez ces convictions, vous pouvez vous battre. Vous pouvez avoir des armes et fuir devant un type non armé. Gandhi a affaibli l'Angleterre comment? Martin Luther King a affaibli l'Angleterre avec quelle arme? Mandela, avec quelle arme a-t-il fait sauter l'apartheid? Donc les Congolais ici, on répète, on leur dit, vous n'avez pas d'armes, et oui, nous n'avons pas d'armes, donc nous ne faisons rien. Non, il y a deux types de lutte, la lutte armée et la lutte non armée. Même la lutte armée n'est réussie que lorsque le mental fonctionne bien. Et je termine par là. Relisez tous les stratèges vietnamiens. Ce n'est pas l'arme, mais l'homme qui décide de l'issue d'une guerre. Le mental, le moral. Professeur Kalili Kabila, c'est peut-être comme ça que vous commencerez à créer ce nouveau type de Congolais pour lequel vous vous êtes investi depuis un certain nombre d'années. Voilà. Pour nous et pour ceux qui nous ont suivis pour ce dimanche-ci, nous disons entre guillemets, notre plaisir était de recevoir le professeur et avec lui et pour lui aussi, nous vous disons merci beaucoup et à dimanche prochain. Bonsoir.